Bienvenue à tous. D'après une enquête de la Direction générale de la prévention du VIH-Sida révélée récemment, au Gabon, près de 1900 jeunes âgés de 15 à 24 ans sont infectés par le VIH-Sida en 2025. Une donnée inquiétante mettant en lumière une vulnérabilité persistante des adolescents face à cette pandémie silencieuse. De plus, selon les chiffres rapportés par le médecin-chef du centre de traitement ambulatoire pédiatrique, près de 380 enfants et adolescents sont actuellement suivis au centre hospitalier universitaire de Libreville. Que comprendre de ces indicateurs? Comment prévenir de façon plus efficace, en particulier en milieu jeune? Quel avenir pour cette frange de la population? Pour répondre à ces questions, nous recevons M. Jean-Baptiste Bakoko, président du réseau des personnes vivant avec le VIH au Gabon. Bienvenue, M. Bakoko. Merci, madame, de votre invitation. Voilà. Le VIH, c'est une maladie assez connue, mais nous voulons quand même revenir sur la définition. Lorsqu'on parle de VIH, à quoi cela renvoie exactement? Ça renvoie à un microbe. Une fois introduit dans l'organisme, cherche à détruire les CD4. Et il commence souvent par les généraux, parce que dans l'organisme, il y a des généraux, les CD4 généraux, qui regroupent souvent les autres CD4 pour combattre contre les maladies. D'accord. Une fois il est introduit dans un CD4, il se nourrit, se multiplie et éclate ce premier CD4 et ainsi de suite. Si le malade n'est pas pris sous traitement, il va perdre toute son immunité et toutes les maladies vont l'envahir. Il y aura le zona, il y aura la cassure des cheveux, il y aura la tuberculose, etc., etc. Etc. Et donc c'est une maladie contagieuse et mortelle en même temps. Pouvez-vous nous rappeler donc les différents modes de transmission? Le principal mode de transmission, c'est la voie sexuelle. D'accord. Et l'autre voie, c'est le sang. C'est-à-dire, si vous êtes blessé quelque part et que vous êtes en contact avec un sang contaminé, vous êtes contaminé. Et puis, il y a des professions qui sont exposées, comme les médecins, chirurgiens, qui manipulent le sang. S'ils ne prennent pas de dispositions, ils peuvent se faire contaminer parce qu'ils manipulent le sang. D'accord. Les sages-femmes aussi. Il y a également ces personnes qui vont peut-être voir l'esthéticienne pour faire une manicure si les instruments ne sont pas désinfectés. Oui, désinfectés, oui, mais c'est rare. La contaminer là-bas est rare. Il ne faut pas aller surtout là-bas, mais c'est surtout sur la voie royale. Il ne faut pas perdre ça de vue à cette façon. Et qu'est-ce qui existe en termes de traitement? Le traitement antirétroviral, on a le traitement première, deuxième, troisième ligne. Et quand la personne est infectée, il est automatiquement pris en charge. Avant, on attendait que la situation de la pyramide physique se dégringole d'abord, et puis non. Actuellement, quand quelqu'un est détecté positif, on le met directement sous traitement. Très bien. Et c'est peut-être l'occasion de rassurer les perdus de vue et toutes ces personnes qui ont honte de se déclarer malades, que c'est possible aujourd'hui de vivre correctement lorsqu'on est malade du VIH, de vivre en bonne santé et longtemps lorsqu'on prend bien son traitement. Lorsqu'on prend bien son traitement, on est en bonne santé comme moi. J'ai 28 ans, 29 ans de maladie. Vous me voyez, je ne suis pas croulant. D'accord. Je suis physiquement bien portant, sauf que je porte le virus. Mais il a endormi chez moi parce que ma charge virale est indétectable depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Ouais. Et donc, quand la charge virale est indétectable, on continue le traitement ou on continue le traitement, on n'arrête pas, mais seulement on ne peut plus contaminer. D'accord. Et d'après les données du ministère de la Santé en 2023, le nombre de personnes vivant avec le VIH au Gabon, en majorité des femmes, est estimé à 51 000, avec près de 1900 nouvelles infections et 1800 décès chaque année. Le nombre de patients sous traitement s'élève à 28 569. Qu'en est-il au niveau du réseau des personnes vivant avec le VIH? Disons, je vais rectifier au niveau des chiffres, c'est 37 000, 37 000 connus, mais 28 000 et quelques sous traitement en ce moment. Et il y a donc beaucoup de perdus de vue? Oui, les perdus de vue ont une raison à cela. Il y a plusieurs raisons. Soit la personne est rejetée par la famille. La famille a honte de lui et rejette, il ne peut plus venir à l'hôpital. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est la prise en charge au niveau des examens.
Parce que le médecin, lui, il suit régulièrement l'évolution du traitement, et la maladie de chacun de nous. Si vous ne faites pas des examens, des bilans, pour vérifier si votre traitement tient, le médecin est obligé de se fâcher. Parce que le médecin ne paye pas les examens. C'est chacun de nous qui doit payer les examens. Mais vous savez que notre pays est paupérisé. Beaucoup de personnes sont démunies. Donc très peu travaillent sur le nombre de malades que nous sommes. Il y a peut-être... Plus de la moitié? Plus la moitié. Hein? Démunis. Démunis. D'accord. Nous sommes peut-être 20% qui payent régulièrement. Et donc, ils ne peuvent pas poursuivre le traitement comme il se doit? Il se doit, ce n'est pas possible. Le médecin n'a pas de visibilité sur votre avancement. Parce que la réussite du traitement, c'est la charge virale indétectable sur le sommet. Moi, je suis à 1350 CD4. D'accord. Et ma charge virale indétectable. C'est-à-dire, le virus est dans un coma profond. Il ne peut plus agir. D'accord. Donc, je ne peux plus infecter. Et donc, une occasion d'interpeller les autorités à ce niveau? Absolument. Le vrai problème, c'est la sensibilisation. Le vrai problème du sida, ce n'est pas le traitement, c'est la sensibilisation. Oui. Il faudrait que les gens soient sensibilisés pour que la maladie diminue. Et puis, procéder au changement de comportement. Au changement de comportement? Oui. Il y a eu un délaissement depuis un bon moment. Hein. Quand Madame la Présidente, la défunte Edith était, on avait des sensibilisations dans toutes les provinces. Et donc c'est l'occasion de vraiment repartir sur cette lancée? Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donné un chiffre en ce moment. Oui, il y a 1900 infections chaque année. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Chaque année. Si on ne fait pas d'efforts pour enseigner la jeunesse, surtout la jeunesse, notre pays va vers un déluge. Parce que le virus du sida peut rebondir. Vous voyez? Rebondir. Dans les lycées, il y a plusieurs enfants qui sont infectés. Pourquoi ils sont infectés? Parce qu'ils n'ont pas de renseignements. Et dans notre société actuelle, il y a ce qu'on appelle la démission familiale sur le plan de l'éducation. Moi, je suis un vieux d'avant l'indépendance. Pour aller dans le même sens que vous, donc les données de la DGPS, c'est ça? Oui. Oui. Il y a près de 1900 jeunes atteints en 2025. Oui. Et également, ces données démontrent que la tranche d'âge indiquée n'a pas d'informations sur la maladie. Hein. Seulement 31% des filles et 34% des garçons affirment bien connaître le VIH-Sida et ses modes de transmission ainsi que ses moyens de prévention. C'est ce qui est très grave. S'ils ne le savent pas, ben, on comprend donc ce manque d'intérêt ou, disons, cette banalisation de l'acte sexuel, justement, qui emmène cette propagation du virus. Madame, je comprends aisément votre question, votre préoccupation. Le problème, c'est la sensibilisation au niveau familial. Il faudrait que chaque famille s'engage. Chaque chef de famille s'engage à éduquer ses enfants. L'éducation des enfants, ce n'est pas laissé à la rue ou bien à l'école. L'école donne l'instruction. Tout doit commencer à la maison. Tout doit commencer à la maison. Si vous ne donnez pas des informations à vos enfants, vous envoyez les enfants en pâture vers la maladie. Et à partir de quel moment le parent doit commencer à sensibiliser son enfant? Depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Moi, je suis inspecteur des affaires sociales, éducateur spécialisé. Les enfants ont connaissance des problèmes depuis 4 ans. 3 ans, 4 ans, ils connaissent déjà des problèmes. D'accord. On peut déjà sensibiliser. Vous savez que l'enfant est réceptif. À partir de cet âge-là, il peut apprendre beaucoup de choses. Et même la langue s'apprend à partir de 3 ans, 4 ans. Parce que les aires corticales ne sont pas très développées. Ils apprennent beaucoup de choses. Donc, il faut enseigner l'enfant, laver les mains, dire bonjour à papa, dire au revoir à papa. Et le problème de la sexualité doit se faire. Donc il faut une éducation sexuelle. Absolument. La honte, le tabou ne doit plus exister dans nos familles. Sinon, nos enfants, c'est un investissement dans l'eau. Vous ne pouvez pas faire des enfants et puis ils vont aller à l'abattoir. Il faudrait qu'on se ressaisisse. On change de paradigme. La honte que nous avons vis-à-vis de nos enfants
Nos grands-parents ne sont plus avec nous. Nous sommes à Libreville, nous sommes à Port-Gentil, nous sommes à Franceville. Ce n'est plus le village. Oui. Hier, c'était le village qui enseignait les enfants. Parce que l'enfant était un bien commun, communautaire. Mais aujourd'hui, l'enfant appartient à la mère et le père en ville. Uniquement. Vous êtes isolé avec les enfants cloîtrés dans vos 4 murs. Ça constitue également une défaillance. Une défaillance lourde de conséquences, madame. Oui, parce que, en parlant de conséquences, pour aller dans le même sens, il y a une augmentation, une hausse de près de 18% en un an seulement en ce qui concerne donc la séroprévalence en milieu jeune, donc dont les âges de 15 à 24 ans entre 2024 et 2025. Justement parce qu'il y a cette démission aussi quelque part. Démission familiale. Donc les parents doivent s'impliquer et s'engager. Nous sommes en phase avec le discours du ministère de la Santé le 1er décembre, qui dit qu'il faut assurer une éducation, une sensibilisation de proximité. Nous, on dit une approche de témoins de Jéhovah, de maison à maison. Il faut donner l'information. Nous avons la clé. Le rôle des parents, mais il y a également le rôle des institutions, le rôle de l'école et des personnels éducatifs également. Vous parlez de sensibilisation, des sensibilisations à la maison, mais qu'en est-il de la sensibilisation au niveau scolaire, la sensibilisation au niveau des différents programmes du ministère de la Santé, par exemple? Je suis d'avis avec vous, hein, mais le premier rôle d'éducation, c'est la famille. La famille, mais au-delà. Il ne faut pas se leurrer. D'accord. Il ne faut pas se leurrer, c'est la famille. Au-delà de la famille. Au-delà de la famille, nous avons l'éducation nationale qui doit produire de curricula qui doit disponibiliser dans les programmes scolaires. Au lieu d'attendre le niveau de 3e pour parler des problèmes de biologie, les problèmes de biologie doivent commencer en 6e. D'accord. Parce que quand l'enfant part de la maison, il a les yeux fermés. Ils ne connaissent pas. Il y a des parents qui n'ont pas le temps pour donner l'éducation à leurs enfants, ou bien qu'eux-mêmes, ils ne sont pas éduqués. Il y en a qui ne sont pas formés eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. N'est-ce pas? Parce qu'on apprend à devenir parent aussi. Bon, on apprend à devenir parent. Et surtout que chez nous, on n'a pas de cabinet de conseil conjugal. Moi, je suis conseiller conjugal. J'ai eu la formation, mais ici au Gabon, on n'en a pas. Donc, il faut des programmes. Il faut des programmes au niveau scolaire. Pour pallier au manquement, aux carences qu'il y a dans la famille, il faut des programmes au niveau de l'éducation nationale. Il faut des programmes. Et justement, vous, au niveau du réseau, quel rôle jouez-vous en ce qui concerne donc, toutes ces sensibilisations? Notre rôle est un rôle d'interface. D'accord. Nous sommes porteurs du virus. Nous avons l'expérience. Nous avons accepté la maladie. Nous prenons le traitement tous les jours. Il y en a qui n'ont pas accepté. Ils sont partis, se sont suicidés. Mais nous, on a accepté. Et on a accepté de donner l'information aux autres qu'on peut vivre avec le VIH. J'ai 29 ans de vie avec. Je prends les médicaments tous les jours et ma famille m'a accepté, ne m'a pas rejeté parce qu'il y a aussi le problème de rejeter la famille. La stigmatisation. La stigmatisation commence dans la famille. Si elle est forte dans la famille, la personne fuit. Or, le virus du sida ne se transmet pas comme la tuberculose. Occasion donc de sensibiliser toutes ces personnes, les proches des malades. Il ne faut pas stigmatiser parce que ça empêche la personne de s'épanouir et de continuer son traitement comme il se doit. Absolument. Je n'ai pas été stigmatisé par ma famille. J'ai été accepté et je suis aujourd'hui parmi vous en train de parler aisément. D'accord. Je continue à éduquer mes enfants, mais surtout que j'ai fait beaucoup de filles. J'ai 6 filles et un garçon. Et à l'époque où je suis tombé malade, mes enfants étaient très jeune, je ne pouvais pas mourir et laisser mes enfants souffrir. Aujourd'hui, tous mes enfants ont eu le bac, il y en a qui sont en maîtrise. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation, ce qui se fait en termes de sensibilisation au Gabon en ce moment, est-ce que vous pensez que c'est assez pour endiguer ce problème? Nous étions, à un moment donné, on avait un ministère qui s'occupait, il faut renouer avec ça, il faut nommer un nouveau ministre. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? La maladie va rebondir et créer des ravages. C'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Dans cette tranche d'âge de 15 à 24 ans. Oui, il faudrait qu'on prenne le problème à bras le corps. Ce n'est pas de l'amusement. On ne peut pas diriger un pays avec des gens qui vont mourir. D'accord. Il faut donc plus de sensibilisation. Il y a également cette information par le médecin chef du centre de traitement ambulatoire pédiatrique. Près de 380 enfants et adolescents sont actuellement suivis au centre universitaire de Libreville, centre hospitalier universitaire de Libreville. Vous qui travaillez donc avec la tutelle pour accompagner ces cas-là également, c'est le cas?
au niveau du réseau. Dites-nous en plus, comment se fait la prise en charge de ces enfants? Ils ont une prise en charge. Il y a la gratuité. Pour la plupart de ces enfants, leur traitement est gratuit des examens. Bon, il y en a qui payent, hein, les plus âgés, hein, à 22 ans et autres, ce n'est plus les petits enfants. Mais les plus petits sont sous traitement gratuit, des examens aussi. Mais ils ont des bons qu'on leur donne, des bons nutritionnels. Hein. C'était 2 fois par an, ça fait tous les 6 mois. Mais ceux qui sont véritablement démunis passent par le ministère des Affaires sociales pour être bénéficiaires de ces dons de gratuité. Pour les enfants démunis, quoi. Et donc c'est gratuit pour les enfants? Oui, démunis. Et les familles démunies, c'est gratuit. Mais et pour les personnes plus âgées, les bilans sanguins ne sont pas gratuits? Du tout pas. Vraiment, c'est impalable que nous avons en ce moment. Nous demandons même au chef de l'État de voir notre problème avec la CNAMGS pour qu'on ait la gratuité. Pourquoi il y a les perdus de vue? C'est le problème fondamental qui fait en sorte que les gens sont perdus de vue parce qu'ils ne peuvent pas s'acquitter de paiement de leurs bilans. De leur bilan. Mais il y a également cette question. Lorsque on atteint la charge virale indétectable pour la femme enceinte, on donne naissance à un enfant en bonne santé. Mais pourtant, ces enfants, ils naissent malades. Quel est le problème derrière, M. Bakoko? Je vous ai dit à l'entame de mon propos que la femme doit être prise en charge. Déjà, il doit faire son bilan prénatal pour toutes les maladies, ce n'est pas seulement pour le VIH. Dès lors que vous êtes détecté positif, il y a une prise en charge spéciale et des médicaments spécifiques pour qu'il n'y ait plus contamination mère-enfant. Et donc pour ces femmes-là, elles n'ont pas... Oui, ils ne sont pas allés à temps. Soit ils ne connaissaient pas leur statut, ils sont allés à l'hôpital en retard, et puis. Parce que si elle est prise en charge en retard, au 7e ou 6e mois, l'enfant est déjà contaminé. Il faut combien de mois avant? Il faut déjà les premiers contacts, les premiers examens prénataux. Hein, ça, c'est les médecins qui peuvent vous expliquer ça correctement. C'est depuis le début de la grossesse. Hein. À partir de 3 mois, il faut déjà que ton statut soit connu pour être pris en charge. À partir de là, les médecins donnent des médicaments spécifiques. Et d'après les chiffres que vous avez donnés, ça fait quand même plus de 1000 enfants, si on compte les perdus de vue. Ça fait plus de 1000 mères donc qui n'ont pas en fait eu des comportements responsables en allant faire leur bilan prénataux. Absolument. Vous savez que la grossesse, c'est un problème de 2 personnes. Il y a l'homme et la femme. Ils doivent aller faire les examens, le monsieur et madame. S'il n'y a pas de monsieur qui l'encourage, s'il n'y a pas de monsieur qui donne les moyens, surtout si la femme ne travaille pas, c'est là la difficulté. C'est là la difficulté, justement. Parce que pour aller faire les examens, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc, il faut une prise en charge pour les personnes démunies, une bonne prise en charge. Il faudrait que l'État réfléchisse à ça. Nous sommes un pays à revenus intermédiaires. Nous devons prendre en charge nos populations. Qu'il y ait santé gratuite. Hein? D'accord. École cadeau, santé gratuite. Donc, il faudrait que l'État prenne à bras le corps ces pans de problèmes de la société. Hein? La santé vaut plus que toute autre chose. Si le capital à santé est endommagé, le pays ne va pas bien. Et donc, il faut un regard particulier pour ces personnes démunies-là. Absolument. Il faut inventer beaucoup de choses. Vous savez, madame, notre pays a été dirigé dans des paradoxes. Nous sommes un pays à revenus intermédiaires, mais on prenait en charge particulièrement 20%. 20%. Ça veut dire que 80% étaient paupérisés et vivent dans la précarité, et ce n'est pas normal. C'est pas normal. La santé, c'est un droit pour tous. Absolument. Il faut que tout le monde ait accès à la santé. Absolument. Voilà. Et que tout le monde prenne à bras le corps le problème du VIH, parce que c'est un problème transversal. Il y a 60% des familles gabonaises qui sont impactées. Soit on a perdu un parent, soit on a un malade dans la famille. Donc nous devons, chacun de nous, prendre ce problème-là à bras le corps. Toutes les personnes vivantes, tout citoyen vivant sur cette terre a des envies.
quel que soit le degré de vos fonctions. Tu peux être président de la République, tu as des envies. Tu es ministre, tu as des envies. Tu es chef de village, tu as des envies. Tu es étudiant, tu as des envies. Tu es un enfant à partir de 12 ans, tu commences à avoir des envies. Donc c'est un problème qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Pour vous, c'est un problème central? Un problème central. D'accord. Très bien. Le gouvernement gabonais a mis en place des mesures pour améliorer l'accès au traitement, à la prévention, mais beaucoup reste quand même à faire. Il y a eu justement l'accès aux antirétroviraux, justement, ces médicaments qui sont gratuits pour tous les malades. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui sont faites pour parler des modes de prévention. Mais il y a encore un gros travail à abattre pour pouvoir justement endiguer cette pandémie au Gabon. Bon, je vais vous étonner, hein, vous épatez. Nous sommes de culture orale. Vous savez que les gens qui sont dans la culture orale, quand on n'entend plus parler d'un problème, on pense que c'est terminé. Il y a un relâchement. Oui. Donc il ne faut pas se relâcher. Oui, il ne faut pas se lâcher. Les gens pensent que, puisqu'on n'en parle plus, puisque Madame la Présidente qui était là passée à la télévision avec les Bakoko et Sidonie, ils ne parlent plus, c'est que la maladie doit être terminée, on peut faire ce qu'il faut. Nous avons été dernièrement dans la Nyanga, n'est-ce pas, au 1er décembre. C'est la province... 2024 2024. D'accord. C'est la province où la prévalence est plus élevée, 4,9. Bon, là-bas, il y a un rejet systématique et total du préservatif. Donc, la contamination est là. Et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été proposé pour justement renverser ça? Nous sommes en train de nous préparer parce que nous avons fait une enquête là-bas. Bon, nous, je parle de la DGPS, ça a fait une enquête qui va dévoiler et puis ventiler les moyens d'attaque dans cette province et dans les autres provinces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus dans les autres provinces. Il n'y a plus de... Mais le virus est partout dans le monde. Mais à quel terme est-ce que la réponse viendra lorsque vous réfléchissez pour donner une réponse justement pour endiguer la pandémie à ce niveau, au niveau de la Nyanga particulièrement? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochains jours? Ce que nous pouvons espérer, c'est quoi? Vous savez, une politique comme dans une famille, il y a quelqu'un qui donne des orientations. Nos orientations, c'est le ministère de la Santé à travers la DGPS qui fait des études. D'accord. Dès qu'on a sorti les résultats de ces études, on les ventile dans la société civile. Dans la société civile. C'est-à-dire, nous, les personnes vivant avec le VIH, nous avons la capacité et l'expertise nécessaires pour mieux comprendre aux autres le problème du VIH parce que nous vivons la situation. Nous avons un ressenti. C'est différent de quelqu'un qui vient parler comme ça, qui ne connaît pas comment ça fonctionne, comment on vit avec, quelles sont les difficultés qu'on traverse quand on a le virus, quelles sont les fatigues, les manquements qu'il y a. Vous n'avez pas assez d'argent pour manger, vous n'avez pas ceci pour faire ces examens, pour acheter les vitamines, parce que vous pouvez prendre les médicaments. Si vous ne mangez pas bien, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Donc il y a tout ça. Nous connaissons et puis nous pouvons donner si on nous prend au sérieux. Il faudrait que l'État gabonais nous prenne au sérieux. Et vous n'êtes pas pris au sérieux? Non, du tout pas. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une prise en charge. Il y a eu une prise en charge. L'État a mis des moyens. Ça, il faut se le dire. Même le gouvernement actuel, depuis le CTRI, depuis le 31, ils ont payé les médicaments peut-être pour une durée de 4 ans. Oui. Or, avant, on avait des ruptures en cascade, tous les 6 mois. On a perdu. Et là, ça a quand même changé. Non, de ce côté-là, les médicaments, le vrai problème se pose au niveau de l'éducation. D'accord. Il faudrait qu'on ramène l'éducation. Il faut ramener donc l'éducation. Voilà, le message est passé. Absolument. Monsieur Bakoko, merci. Je rappelle que vous êtes donc président du réseau des personnes vivant avec le VIH au Gabon. C'est ça. Voilà. Nous retenons donc que la lutte contre le VIH-Sida au Gabon fait face à plusieurs défis. L'amélioration des indicateurs passe également par une sensibilisation accrue en milieu jeune en vue de renforcer l'information sur la prévention et encourager des comportements responsables à tous et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.